Monsieur le Président, chers collègues, nous venons de vivre des jours extrêmement éprouvants et douloureux suite aux assassinats terroristes perpétrés la semaine dernière. Depuis mercredi dernier, dans toute la France et à l'étranger, s'est exprimée avec la plus grande ampleur une mobilisation citoyenne et populaire qui porte fermement la condamnation des attaques qui ont terrorisé notre pays et exprime sa solidarité avec toutes les victimes de Charlie Hebdo, de la police et parmi la communauté juive, et qui réaffirme son attachement aux valeurs de la République et porte haut la fraternité républicaine. Les auteurs de ces actes barbares, comme tous les chantres des fondamentalismes de tout poil, ont trouvé et trouveront face à leur folie l'expression citoyenne massive du refus de l'inacceptable remise en cause de notre démocratie et de nos libertés. À l'heure où certains voudraient profiter de ce drame pour attiser les peurs, les haines et alimenter la machine à stigmatiser, la meilleure réponse à donner est de continuer à porter, quels que soient nos pays d'origine, la couleur de notre peau, notre nationalité, nos opinions politiques ou nos croyances, des valeurs républicaines de paix et de vivre ensemble. Car on ne répond pas à l'obscurantisme par l'exclusion et le racisme. On répond par l'éducation, la justice sociale, la solidarité. Et c'est le sens de notre République indivisible, laïque, démocratique et sociale, tel que le définit notre Constitution. Le débat de fond doit maintenant avoir lieu en évitant aucune thématique, basée sur l'analyse de toutes les dérives fondamentalistes, mais aussi de tous les échecs de l'égalité des droits, des discriminations et des exclusions, qui font le lit de toutes les frustrations et légitiment ces passages à l'acte auprès des esprits faibles. C'est sur le terreau de la misère et de l'injustice sociale, de la stigmatisation, de la relégation que se construisent les violences. Il convient donc de s'y attaquer. Aujourd'hui, de retour à Bruxelles, ces chefs d'État européens présents hier à Paris se contenteront-ils de prendre de nécessaires mais nouvelles mesures de sécurité? Ou bien décideront-ils de stopper les politiques d'austérité pour construire l'Europe sociale et du bien-vivre ensemble dont les peuples ont besoin? Va-t-on enfin finir avec la compétitivité, avec l'acceptation servile de la mondialisation capitaliste et son cortège de prédation et d'enrichissement de quelques-uns contre tous les autres? Relèvera-t-on le défi de la construction d'une société solidaire et d'émancipation? Le gouvernement aura-t-il compris que cet immense élan de notre peuple est fort de l'affirmation de ses valeurs et d'une véritable attente de changement pour que ces valeurs puissent s'incarner dans la vie quotidienne? Quelle image révélatrice que ces chefs d'État ensemble, mais si loin, si tenus à distance de la population. C'est au gouvernement de mettre en œuvre les mesures de nature à réduire le fossé, visible même physiquement hier sur les boulevards parisiens, entre les responsables de l'État et la population. Cela signifierait par exemple qu'il renonce à présenter le projet de loi Macron, qui va accentuer le processus de désintégration sociale en cours. Le ministre de l'économie défend une loi cassant le service public du transport, vendant les aéroports et les barrages publics aux spéculateurs, élargissant le travail du dimanche. M. Macron était dans la manifestation hier, où de nombreux jeunes avaient pris place. J'espère qu'il a entendu leur message et qu'il a capté que ce dont rêvent les jeunes Français, ce n'est pas de devenir milliardaires comme il a pu le dire récemment à Las Vegas. Ce qu'espèrent les jeunes Français, c'est une société fraternelle et solidaire où ils puissent construire leur projet de vie et trouver un travail stable et les moyens de vivre dignement, tout simplement. Et le vivre ensemble, c'est le contraire de la compétition permanente et du seul contre tous pour pouvoir faire un maximum de cash. Le jeune Mozart de la finance serait bien inspiré de renoncer à écrire le requiem du Code du travail. Dans cette enceinte, en tant qu'élus, nous avons une responsabilité particulière, car nous participons à l'élaboration des conditions de se vivre ensemble, de se vivre égaux, libres et fraternels selon les formules de notre devise républicaine. Nous allons aujourd'hui poser l'acte essentiel de la gestion de notre collectivité, c'est-à-dire la définition des politiques et leur financement pour l'année à venir. L'État s'étant fait une ligne de conduite de réduire le budget des collectivités, celles-ci vont supporter 22% de l'effort de réduction des dépenses publiques prévues pour les 3 prochaines années, alors qu'elles n'en représentent que 10%. Cette politique de réduction des dépenses publiques, qui concerne également l'assurance maladie, la protection sociale et l'État lui-même, est suicidaire pour notre économie et mortifère pour les services publics et les services de l'État, qui sont des facteurs de cohésion sociale et d'égalité dans la vie de nos concitoyens. Pourtant, tout indique que le cap suivi n'est pas efficace et qu'il convient donc d'en changer. Les indicateurs économiques et sociaux en Bourgogne
qu'or partout ailleurs ne sont pas bons. Le nombre d'intérimaires a baissé de 0,9% en un an en Bourgogne. Le nombre de demandeurs d'emploi se situe désormais à 120 814 personnes. Il est en progression de 4,1% dans l'année, environ 4 800 personnes supplémentaires, et le nombre des demandeurs d'emploi de longue durée augmente de 3,7%. La Bourgogne fait partie des 5 régions fortement touchées par le surendettement. Plus de 7 000 dossiers de surendettement ont été déposés en 2013. Un indicateur de santé publique doit attirer notre attention. Le taux de suicide élevé dans notre région à 21,5% pour 100 000 habitants. Ce chiffre est à croiser avec l'étude annuelle de l'INSERM, dans laquelle les chercheurs estiment qu'entre 2000 et 2010 en France, le taux de chômage est significativement et positivement associé au taux de suicide. Lorsque le taux de chômage augmente de 10%, le taux de suicide progresse en moyenne de 1,5% pour l'ensemble de la population de plus de 15 ans. Je vous rappelle également les derniers travaux de l'Institut de veille sanitaire qui datent d'une année et qui concernent la surmortalité par suicide des exploitants agricoles. Travaux qui attestaient qu'un excès significatif de suicide a été observé chez les exploitants, particulièrement dans les filières d'élevage bovin-lait et bovin-viande, ce qui nous concerne. Et ces observations, dit l'INSERM, coïncident avec la temporalité des problèmes financiers rencontrés dans ces secteurs. S'il était besoin d'études pour prouver que les chômeurs et les victimes de la crise économique souffrent au point parfois même de se donner la mort, et qu'au lieu d'être stigmatisés, ils doivent être traités avec respect et dignité, ces études-ci viennent en faire la démonstration. Alors que nous aurions besoin de conserver suffisamment de moyens pour répondre aux besoins de nos concitoyens, qui ne peuvent que croître puisque les conditions de vie se détériorent, nous allons cette année encore définir nos politiques dans un cadre totalement contraint et assumé, à ce que je viens d'entendre. L'État n'ayant pas remis en cause la réforme du précédent gouvernement qui a privé la collectivité régionale de son autonomie financière, nous devrons nous contenter de ce qu'il voudra bien nous allouer. Et la portion s'avère de plus en plus congrue. Avec 12,4 millions d'euros de moins qu'en 2014, nous sommes face à une impossibilité de maintenir nos politiques et de répondre à l'ensemble des besoins essentiels et croissants en matière de transport, d'éducation, de culture. Pour certains partenaires, c'est la triple peine, puisque l'État et les autres collectivités restreignant également leur budget, toutes ces réductions se cumulent et remettent en cause la pérennité même des structures. Bien évidemment, il n'y a pas de solution satisfaisante à attendre, sauf à remettre en cause cette logique qui veut que chaque année, on soustrait un peu plus à l'action publique pour mieux pouvoir donner au patronat. Parce que dans le même temps où l'État organise des économies de 50 milliards d'euros sur les 3 années à venir, elle fait des cadeaux conséquents et sans contrepartie au MEDEF. Une enveloppe annuelle de 20 milliards d'euros pour le CICE et autant pour les nouvelles mesures du pacte de responsabilité. À plein rendement, c'est 41 milliards d'euros pour une année. Je vous donne 2 exemples, 2 rappels importants. L'entreprise Sanofi, perçu 11 millions d'euros au titre du CICE 2013 pour le résultat qu'on connaît dans notre région. Puis un autre très significatif aussi, le groupe Carrefour, qui a perçu 90 millions d'euros de CICE. Son effectif a été augmenté de 879 personnes, ce qui revient quand même à subventionner à l'ordre de 102 000 euros par emploi, en sachant quand même que chez Carrefour, l'embauche c'est à 57% des CDD, à 16% des contrats en alternance et à 20% des temps partiels de moins de 30 heures. Et j'ajoute, pour couronner le tout, que les dividendes versés aux actionnaires, eux, se sont élevés à 449 millions d'euros et qu'il y a eu tout un débat dans les instances chez Carrefour pour savoir si oui ou non on allait attribuer une prime aux salariés. Alors au final, la direction s'est quand même acquittée d'une prime de 30 euros en bon d'achat. Voilà. Donc l'État a fait le choix de privilégier le grand patronat alors que cet argent serait utilisé avec un rendement et un effet levier, à mon avis, bien plus important s'il était resté à usage public. Et c'est tellement vrai que malgré nos demandes auprès des préfectures, il n'est pas possible d'obtenir les renseignements sur la répartition de ce CICE dans les entreprises bourguignonnes. C'est du top secret. On distribue l'argent des contribuables au titre d'une politique publique sans que ce même contribuable ait le droit d'en évaluer l'utilisation. Je ne vous étonnerai pas en vous disant que nous sommes en total désaccord avec ce choix. C'est parce que vous êtes en accord avec ces choix
que vous n'avez pas considéré la proposition que nous avons faite lors du débat d'orientation budgétaire d'engager une démarche de moratoire ou d'abandon de créance de tout ou partie des intérêts d'emprunt de la région. L'objectif étant de réduire de 12 millions d'euros les frais financiers sur les 17 millions d'euros prévus, ce qui aurait permis de gagner sur cette année une marge de manœuvre visant à annuler les effets de la baisse de dotation. Le retour à une situation saine et stable des finances régionales passera par une réforme fiscale que le gouvernement ne semble pas pressé d'engager. Et c'est dans ces conditions que nous devons envisager la fusion avec la région Franche-Comté, fusion faisant partie d'un train de mesures concernant la réforme territoriale qui s'appuie sur 3 piliers, la compétitivité avec l'émergence de territoires puissamment développés, au détriment des autres dont nous pouvons craindre de faire partie. La réduction de la dépense publique, ce qui en l'occurrence ne sera pas un résultat d'économies générées par la fusion en tant que telle, mais plutôt par le cumul des baisses de dotation, et l'éloignement des lieux de décision inéluctable en raison de la dimension du territoire, de l'augmentation des compétences sans augmentation du nombre d'élus, et la méthode d'ores et déjà employée et prévue de la préparation de la fusion. Nous maintenons que cette réforme va changer le visage de la République et doit faire l'objet d'un débat public et d'un référendum. Voilà ce que je souhaitais apporter au débat général et nous reverrons ensuite plus précisément, fonction par fonction, sur le budget.